Aujourd'hui, les agriculteurs sont très endettés. Beaucoup sont trop endettés, effectivement. Je ne vois pas comment ils peuvent envisager sereinement l'avenir. Certains, un tiers d'entre eux à peu près, vivent avec moins de 350 euros par mois, et on ne peut pas dire que ce soit parce qu'ils ne passent pas du temps sur leur structure, hein. Ils travaillent énormément, mais pour gagner 350 euros par mois, un cinquième d'entre eux ne dégage zéro revenu, c'est-à-dire qu'ils couvrent juste les coûts de production et puis il n'y a pas de revenu. Donc souvent, c'est la femme qui travaille à l'extérieur qui permet de faire bouillir la marmite. Et puis, ça explique aussi cette statistique redoutable d'un suicide par jour. D'un suicide par jour. C'est-à-dire un agriculteur, chaque jour, se suicide parce que, pour la grande majorité des cas de suicide, est en difficulté économique. Alors vous, il y a quelque chose qui est très intéressant dans votre histoire, c'est que donc vous avez repris la ferme familiale, vous avez voulu la transformer en agroécologie, en agriculture biologique. Oui. Dans votre livre, vous montrez à quel point ça a été difficile, à quel point le monde paysan vous a mis des bâtons dans les roues, que ce soit la FNSEA, que ce soit la MSA, que ce soit même les banques. On a l'impression, à vous lire, que la FNSEA notamment représente des pratiques ultra corporatrices, voire mafieuses. Conservatrice aussi, tout à fait. C'est un système tentaculaire qui verrouille absolument tous les espaces de décision. Donc la MESA, la Mutualité Sociale Agricole, en est un, le Crédit Agricole en est une autre, la coopérative agricole en est un autre, la SAFER, qui est l'outil de gestion du foncier agricole, en est un autre. Les chambres d'agriculture, qui sont des dispositifs d'accompagnement technique, en sont un autre. Donc à tous les niveaux, on a effectivement ce verrouillage par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est pas des paysans, justement, c'est des exploitants agricoles. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là, justement parce que je pratique l'agroécologie. Je pense que le verbe exploiter, quand on parle d'animaux, quand on parle de la terre, quand on parle des hommes, est complètement déplacé, décalé. Et donc, j'aime bien me revendiquer paysan. Et la FNSEA, ça ne veut pas dire syndicat des paysans agricoles, mais des exploitants agricoles. Et effectivement, ils verrouillent tout, ils verrouillent tout, et ils mettent des bâtons dans les roues de ceux qui tentent de faire la démonstration qu'on peut faire autrement. Ça remet trop en cause leur conviction. Est-ce que vous avez des exemples justement de ces fameux bâtons dans les roues qu'ils ont pu vous mettre quand vous avez essayé de reprendre votre ferme? Moi, je pourrais parler de plein de choses. En 13 ans, j'ai eu 14 contrôles PAC. 14 contrôles pour vérifier que mes pratiques étaient éligibles à la politique agricole commune, alors que le taux de contrôle d'un agriculteur, c'est de 1 tous les 10 ans, et que je connais des agriculteurs qui sont partis à la retraite, qui n'ont jamais vu un contrôleur sur la PAC. 14 contrôles en 13 ans, en ce qui me concerne. L'année où je m'installe, la MSA, qui prélève 18 000 euros sur mon compte, l'année où je m'installe, en interprétant des logiques de date d'installation, qui a été décalée justement parce qu'ils m'ont empêché de s'installer plus tôt, et qui fait qu'ils me prélèvent 18 000 euros la première année pour mettre en difficulté un jeune installé, lui enlever 18 000 euros prélevés d'office sur le compte, c'est juste redoutable. Et il m'a fallu une procédure de 3 ans pour récupérer mes 18 000 euros, majorés de 7 000 euros parce qu'ils ont été condamnés à des comment on appelle ça, des indemnités compensatoires. Donc j'ai touché 25 000 euros, mais il a fallu quand même que je fasse l'avance de ces 18 000 euros pendant 3 ans. Et donc il a fallu que je sois suffisamment robuste. Mais c'est la démonstration quand on dit aussi que on peut pas généraliser des pratiques comme les miennes parce que c'est économiquement trop fragile, trop risqué et tout ça. Malgré toutes ces logiques où, y compris financièrement, ils ont cherché à me mettre au tapis, j'ai réussi à tenir. Et donc ça démontre aussi la robustesse du modèle économique que j'ai choisi. Quand au motif que j'arrête d'irriguer, on me supprime les aides à la bio, si ça c'est pas une tentative de me faire tomber, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez expliquer? Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai demandé, je pratique l'agroécologie, et pour moi, la conséquence de logique agroécologique aboutie, c'est l'agriculture biologique. Mais c'est une conséquence, c'est-à-dire que faire l'agriculture biologique sans faire d'agroécologie, c'est ce qui nourrit les statistiques des échecs en bio, qui nourrit le discours dominant qui consiste à dire que on produit beaucoup moins quand on pratique l'agriculture biologique, alors que quand on fait de l'agroécologie, on préserve le niveau de productivité, et donc on est extrêmement pertinent.
Et donc la conséquence de ces logiques agroécologiques qui n'utilisent plus de produits de synthèse, justement, c'est une certification à l'agriculture biologique. Donc je sollicite la certification à l'agriculture biologique que j'obtiens, et dans le même temps, il y avait un dispositif d'accompagnement pour les agriculteurs qui renonçaient à un certain volume d'irrigation. Et comme moi, je les utilisais plus, ces volumes d'irrigation, j'ai demandé à être accompagné dans ces logiques de non-utilisation de l'irrigation. Et ce qui s'est passé, c'est que sur une décision parfaitement arbitraire, puisque les textes européens disaient exactement l'inverse, ils ont décidé que ces deux aides n'étaient pas compatibles. Et donc, ils ont supprimé une des deux. Et ils ont supprimé les aides à la bio. Et donc, ils m'ont privé de 50 000 euros, comme ça, de façon arbitraire, sur 5 ans. Et ils, c'est qui? C'est les services officiels de l'État. Mais toujours sous la pression de la FNSEA, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que les logiques... c'est pour ça que j'ai parlé des 14 contrôles en 13 ans. Le contrôleur qui est parti à la retraite maintenant, mais qui, quand il est venu juste avant qu'il parte à la retraite, c'était un de ses derniers contrôles, me dit, il faut que je vous le dise, monsieur Biteau, ce que je fais chez vous sont des contrôles orientés. Dans notre jargon, ça veut dire que des gens vous dénoncent et exigent que vous soyez contrôlé. C'est clair, ça. Et donc, la complicité de l'État, qui me supprime des aides à la bio parce que j'arrête d'irriguer et que je bénéficie d'aides à la désirrigation. Des logiques, sans plus parler uniquement de moi, mais parler des agriculteurs bio, qui font que 28 000 agriculteurs bio, donc c'est pas des défauts d'instruction de dossier, c'est pas des dossiers incomplets. On pourrait me dire, mais Biteau, il fait pas bien comme il faut ses dossiers, c'est pour ça qu'on l'emmerde. 28 000 agriculteurs bio ont été privés d'aide pendant 4 ans, avant que les aides soient débloquées. Il a fallu que je médiatise la situation pour que, enfin, on débloque les aides sur ces 28 000 agriculteurs. Et bizarrement, au mois d'août, on peut pas dire que l'administration française soit la plus active entre le 1er et le 15 août. Et bizarrement, parce que je médiatise sur tout le mois de juillet avec un billet quotidien où j'explique les conséquences du non-paiement des aides à la bio à 28 000 agriculteurs, bizarrement, parce que la médiatisation fonctionne, entre le 1er et le 15 août, on débloque un tiers de cette enveloppe qui était bloquée pour 28 000 agriculteurs en France. Et franchement, entre le 1er et le 15 août, alors qu'on nous disait que ces aides étaient bloquées parce qu'il y avait un logiciel informatique qui ne fonctionnait pas. Et bizarrement, entre le 1er et le 15 août, on a trouvé un informaticien qui a permis de débloquer le logiciel. Aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe entre le fait que, d'une part, on a l'impression que la demande en bio et d'agroécologie explose, et de l'autre côté, on voit ces logiques-là qui sont cadenassées sur le terrain pour empêcher l'installation de nouveaux agriculteurs bio. Est-ce que vous voyez les choses changer? Comment ça se passe sur le terrain? Elles vont changer parce que l'attente citoyenne est forte, qu'aujourd'hui 30% des produits bio qu'on consomme en France, si on reste sur le territoire français, sont des produits bio importés, tout simplement parce que la production, c'est pas parce qu'on a envie d'importer du bio, c'est parce que la demande est supérieure à la production, et que 30% de ce qui est consommé en bio en France est la production importée, parce qu'on ne produit pas assez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le mouvement citoyen. C'est-à-dire que les citoyens, qui sont des mangeurs, s'intéressent à la nourriture qu'ils mettent dans leur assiette. Et donc, ils s'intéressent à ce qu'ils les regardent. D'autant plus qu'il y a un paramètre qu'on oublie trop souvent quand on parle d'agriculture, c'est la dimension argent public. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à tous les gens qui me consultent pour parler d'agriculture, je leur conseille, à chaque fois qu'on aborde les sujets d'agriculture, de garder une petite musique à côté de l'oreille qui leur dit argent public, argent public, argent public. Parce que l'agriculture est une activité économique qui mobilise beaucoup d'argent public. Rien que la PAC, rien que l'enveloppe de l'Europe distribuée sur la France, c'est 9 milliards d'euros chaque année. Complété par des enveloppes d'État, des enveloppes des régions, des enveloppes des départements, qui fait qu'en vérité, on met 15 milliards d'euros sur la table chaque année en France pour accompagner les activités agricoles. Avant même de regarder leur contenu, c'est-à-dire que juste pour soutenir le revenu des agriculteurs, sans tenir compte de est-ce que celui-là fait bien, est-ce qu'il utilise beaucoup de pesticides. En vérité, il s'avère que ceux qui touchent le plus d'enveloppe publique, et c'est probablement ça la difficulté qui fait que le développement de la bio est trop en berne, c'est que 80% de l'enveloppe publique est consommée par les 20% d'agriculteurs qui sont les plus gros consommateurs de pesticides et d'engrais de synthèse et qui n'ont pas envie de changer. Parce que, pourquoi changer? Puisqu'on continue de leur donner de l'argent public même sans rien changer. Donc il faut installer de la conditionnalité.
il faut installer de la conditionnalité dans la distribution de l'argent public qui accompagne cette activité économique qui s'appelle l'agriculture. Ça fait 15 ans que je dis, putain, on a entre 9 et 10 milliards chaque année sur l'agriculture. Au lieu de le mettre sur ce qu'on fait de mieux, si tu veux, on le met sur ce qu'on fait de pire. Hein. Et après, je ne te parle même pas des dommages collatéraux que nous payons tous avec nos impôts. Hein. La dépollution de l'eau, c'est dingue. Si tu veux, c'est un système vraiment de Shadok, tu sais. Hein, moi, tu vois, on a vraiment l'impression qu'on va pas s'arrêter de pomper. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et c'est tellement facile. Tu vois, là, je suis devenue éditrice aussi chez Fayard. Et j'ai édité un mec qui est génial, qui s'appelle Benoît Biteau, qui a écrit un livre qui s'appelle Paysans résistants. Et là, le mec, il t'explique comment, dans ce qui était une exploitation, parce que j'aime pas le terme, mais ce qui était une exploitation qui fonctionnait avec du maïs irrigué, ce qui fonctionnait avec des bâtiments surdimensionnés, qui fonctionnait avec plein de pesticides, plein de subventions pour faire de la merde, pour dire les choses comme elles sont, si tu veux. On pouvait en quelques années, 3, 4, 5 ans maximum, en faire un petit bijou d'agroécologie où tu remets des races locales, où tu laisses tomber le maïs irrigué, où tu fais tes semences et ils gagnent de l'argent et ça fonctionne. Et il n'y a plus une prise pareille sur la flotte, et tu te dis, mais c'est si facile, pourquoi on ne le fait pas? Alors ça, c'était quand j'étais encore un peu gourde. Je me dis, ah, mais c'est si facile, pourquoi on ne le fait pas? Et entre-temps, je me suis dit, ah, c'est très facile, mais le vrai problème, c'est que le système actuel, si tu veux, pour le vendeur de phyto, il marche très très bien. Hein, on est le premier ou second consommateur en Europe de produits phytosanitaires suivant les années. Hein. Quoi qu'il en soit, on est toujours sur le podium. Et pour tous ceux qui vendent effectivement les antibiotiques, les médicaments pour les animaux, ça va très bien. Et pour l'industrie agroalimentaire, ça va très bien parce que ça leur permet de sous-payer nos agriculteurs. Donc si tu veux, le système, il a beau être abject, en fait, il fonctionne pour les puissants. Donc si tu veux, au fond, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait les états généraux de l'alimentation. Alors ça, écoute, les états généraux, on en a fait des trucs qui avaient vraiment l'air de rien. Mais alors celui-là, c'est... Tu vois, je pense que c'est vraiment mon truc, tu vois, vraiment ma médaille d'or du truc qui sert à rien, qui est vraiment le bullshit d'or, tu vois ce que je veux dire, de l'année, si tu veux. Et c'est dingue, quoi, tu vois. Et on fait semblant de réunir les gens. On dit, plus jamais ça, tu vois. On va repousser, on arrête les pesticides. Et si tu veux, tu vois, au moment du Grenelle de l'environnement, c'était quoi? C'était 2008-2009. On avait dit, putain, en 2018, on divise 50% de pesticides en moins. Puis, tu vois, 2018, ça arrive. Et tu dis, 2020. Puis 2020, ça arrive. 2025. Et là, toute la presse unanime saluait le plan de la FNSEA, donc le syndicat majoritaire, qui nous expliquait qu'on allait encore repousser, tu vois. La principale illustration, là, récente, c'est la réautorisation des néonicotinoïdes. C'est des logiques d'un autre temps. Et tout ça parce que y a un blocage qui est probablement psychologique. Et je l'ai vécu peut-être dans la relation avec mon père, c'est-à-dire que c'est extrêmement douloureux de faire la démonstration, et pourtant on est un paquet d'agriculteurs maintenant qui pratiquent l'agroécologie, qui font la démonstration que c'est possible de faire autrement, mais ce que ça renvoie, même si c'est pas notre ambition de montrer du doigt, de chercher des coupables ou des responsables, mais notre réussite, c'est quand même faire la démonstration qu'on peut faire autrement, et ça c'est extrêmement violent pour eux. Vous dites que la FNSEA et les firmes agrochimiques sont très liées. Ça veut dire quoi? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des financements, tout simplement. Des financements de propagande, des financements d'événements techniques, des financements de chaires dans les grandes écoles d'ingénieurs agronomiques. Voilà, on a des chaires qui sont 100% financées par des grandes firmes agrochimiques, qui sont les viviers des futurs cadres de ces grandes entreprises. C'est l'argent qui porte tout ça. Qui décide de la politique agricole, la France ou Bruxelles? Alors, si tu veux, ce qui est bien avec les politiques français, c'est que généralement, quand ils font vraiment une saloperie, ils disent tout ça, c'est de la faute de Bruxelles. Ce qui se passe, si tu veux, par exemple, pour vous dire la dernière réforme de la PAC, on avait un très bon commissaire qui s'appelait Dacian Cioloș. Et si il n'a pas pu mettre en place la réforme de la PAC qu'il voulait mettre, qui était beaucoup mieux, qui était beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus tournée vers l'agroécologie, c'est parce que le syndicat majoritaire français, la FNSEA, qui est représenté au niveau européen par la COPA-COGECA, a fait du lobbying pour que ce soit de la merde qui en sorte, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je veux bien qu'on dise c'est le diktat de Bruxelles, mais si tu veux, ça n'est jamais que ce qu'on en fait, Bruxelles. Tu vois ce que je veux dire?
Si on avait un peu de courage politique, si du côté des lobbyistes, il n'y avait pas que les enfoirés, pour parler vulgairement, et qu'il y avait un petit peu les gentils aussi, eh ben ça se passerait mieux, si tu veux. C'est qui les gentils? Si tu veux, moi j'aimerais bien que sur les questions de la politique agricole commune, on entende plus la Confédération paysanne, tu vois, par exemple. Hein, et c'est vrai que pour le moment, elle est écrasée par le syndicat majoritaire. Et qui, comme il tient en France toutes les chambres d'agriculture, toutes les SAFER, c'est-à-dire les organisations, les sociétés d'aménagement du territoire, comme il tient les crédits agricoles, etc., fait le même au niveau de Bruxelles, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que si tu veux, on a un peu de temps en temps une impression d'être dans un truc qui est lourd, quoi. Qui est lourd à faire évoluer, parce que si tu veux, le système tel qu'il est fait manger des gens qui mangent pas si mal, tu vois. Alors c'est sûr que c'est pas les agriculteurs, et c'est pas le consommateur qui s'en sort.